c'est Moussout Logia, dit Moustilu de la chaîne. On va parler d'un sujet mystérieux. En fait, non, on va parler des portes palières. Les origines et l'évolution et le design et la sécurité et l'écologie et l'architecture et l'informatique. Commençons par le plan. On va d'abord parler de l'origine des portes palières, d'où vient le design, quels avantages est-ce que ça offre et quels différents types de portes il existe. Ensuite, on va parler des designs différents et des idées un peu folles qui s'en suivent. Déjà, de quoi qu'on cause en fait. Déjà, les portes d'ascenseur, ça existe depuis les années 50, et l'idée c'est d'avoir des portes qu'il y a dans la cabine et des portes sur le bâtiment, parce que sinon on tombe. Du coup, on fait la même chose pour un train, et on détermine que notre train c'est une cabine sécurisée à part du quai. C'est utile pour le trafic, parce que les passagers ils peuvent savoir où se mettre en amont de l'arrivée des trains, par exemple avec l'endroit où les portes sont. Et pour l'automatisation, les trains, quand ils sont automatiques, ils doivent aller plus vite. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui tombe sur la voie, c'est relou. Du coup, on essaie de pas faire ça et du coup on met des portes. Physiquement, comment ça marche ? En fait, ça s'intègre dans un système déjà existant de sécurité et c'est complètement indépendant du train. Le train, il ne vient discuter avec la porte que à son arrivée en gare, pas avant, pas après. On discute pas sur internet avec les portes. Néanmoins, avec l'avancée des technologies embarquées d'informatique des années 2000, le système de portes et de train communique de plus en plus, notamment sur des informations de sécurité. Est-ce que le train est bien arrivé ? Est-ce qu'il est au bon endroit ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont potentiellement bloqués contre les portes ? Mécaniquement, ok, c'est inspiré des portes d'ascenseur, mais c'est surtout des versions évoluées des portes coulissantes et des portes automatiques des magasins. Commençons par le premier design, les portes basses, qui sont faites pour éviter les chutes accidentelles. Elles font entre 1m3 et 1m7, elles prennent pas beaucoup de place en station, et elles peuvent s'installer rétroactivement. On peut construire une station, et plus tard décider d'y ajouter des portes. C'est utile pour faire circuler l'air dans des stations ouvertes, où il y a besoin de circuler un maximum d'oxygène. Néanmoins, ce sont pas des portes qui sont extrêmement sécuritaires. Si quelqu'un veut se jeter sur les voies, il va pouvoir le faire. Juste, ce sera pas de manière accidentelle. Les portes hautes, on est sur des portes qui sont beaucoup plus grandes, qui empêchent les gens normalement constitués de les gravir, et qui sont quand même malgré tout faciles à installer, après coup. C'est par exemple le cas en haut à droite, sur la photo de la partie de la ligne 1 de Paris, qui a ouvert en 1900, et dont les portes palières ont été posées au début des années 2010. Ça protège partiellement du vent et du bruit des trains qui arrivent, pas entièrement vu qu'il y a un trou au-dessus, et c'est quand même vachement utile, parce que ça reste quand même relativement léger à installer. Parlons maintenant des portes pleine hauteur, ou PSD. Donc c'est des portes qui sont installées avant et qui sont considérées dans le design de la station. C'est pas quelque chose qu'on peut installer après coup, ou alors ça demande de fermer pendant très longtemps les stations et les redesigner. Ça permet, dans la plupart du temps, par exemple dans le cas des systèmes VAL, comme on trouve à Lille, à Rennes, à Turin et à Toulouse, de ne chauffer que la station et d'avoir un minimum d'échange d'oxygène entre le tunnel, potentiellement plus froid avec des plus gros mouvements de chaleur, et le quai. Bam! Année 2010, année 2020, on augmente en technologie. La ligne 4 du métro de Paris, en plus d'avoir des portes palières pleine hauteur, ont en plus des informations voyageurs. Ce sont des choses qui sont évidemment fixées sur quai avant ou après construction, là on a le choix, mais qui sont des installations qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus lourdes, vu qu'elles s'interfacent avec des systèmes dans les trains, des systèmes de serveurs internes à la RATP par exemple, qui disent dans combien de temps le prochain train arrive. Et c'est de plus en plus commun avec la miniaturisation et la facilité des développements des systèmes plus complexes. Parlons maintenant des évolutions. Historiquement, la première plateforme screen door, donc porte entière, a été instaurée et installée en 1987 sur le MRT de Singapour, c'est-à-dire le réseau de 2 lignes express de métro qu'il y avait dans la ville. Depuis, évidemment, on a évolué, comme vous pouvez le voir, entre 88 et 2002, là-haut, il y a quand même des grosses évolutions de design. Déjà, on peut avoir de plus en plus souvent des informations voyageurs, ce qu'on appelle le CIV. Ça peut être des écrans au-dessus des portes qui indiquent le temps d'attente, d'occupation du wagon devant lequel on attend potentiellement, et les correspondances à venir, mais ça peut être également des infotrafics, l'heure, etc. Les portes palières sont de plus en plus un espace de sécurité, d'inclusion et de sécurité, avec des ajouts lumineux pour personnes malvoyantes et des indications sonores répétées. Parlons maintenant rapidement des technologies mercantiles. Évidemment, plus d'informatisation et de place veut dire qu'on peut rajouter des repeaters Wi-Fi pour l'accessibilité au réseau, mais également des caméras de surveillance pour surveiller la population et ne pas faire baisser la violence dans les rues, vu que ça n'a aucun impact. Également, on peut installer des écrans publicitaires à même le quai, ce qui est toujours bon pour renflouer les caisses d'un service public qui ne doit pas être rentable par définition. Putain de merde.
Parlons rapidement de la sécurité. Alors, évidemment, si le train a un problème qui se décale ou quoi, il aura tendance à rebouger. Mais si d'une raison ou d'une autre, vous avez besoin de sortir d'un train en panne, il y a des boutons qui permettent de faire ça. De la même manière, la plupart des portes sont équipées de portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur du train et qui permettent de sortir rapidement sur le quai. Similairement, comme ce sont des systèmes qui sont indépendants des signaux ou des systèmes d'automatisation des trains, comme le TCS ou le CBTC, ça apporte une sécurité supplémentaire. Par exemple, on peut ajouter la détection de passagers et faire remonter l'information au train que quelqu'un est bloqué, qu'il ne faut pas démarrer. D'un point de vue certification, SIL, le niveau SIL 3 est garanti par des contraintes de non-ouverture en cas de mauvais positionnement du train, donc ça implique potentiellement installer des capteurs et de la communication encore plus intense entre le train et les portes. Et le SIL 4, il se définit principalement par la programmation impérative en B et l'ajout de capteurs impératifs de statut des portes et du train. Le tout en Europe est certifié par Certifair. Parlons maintenant rapidement des écoles de design. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, il y en a, ils ont juste pas d'idée, ce qui donne l'école austère de ouf, où on a des aplats de couleurs très simples, du blanc quasiment partout et du transparent dès qu'on peut, potentiellement un plan qui a été scotché là à l'arrache, comme on peut le voir sur l'image de droite, et d'horribles afficheurs LED. On a évidemment l'école ascenseur, comme ce sont des portes qui se sont inspirées de ce système-là, on retrouve des systèmes où il y a très peu de luminosité dans le tunnel et où les portes complètes sont faites en acier poli ou alors avec des designs rappelant les portes d'ascenseur. On a l'école Slick futuristique, comme on trouve dans la Elizabeth Line à Londres en 2022, où là on est sur des aplats de couleurs beaucoup plus sombres, le tout est métallisé partiellement et des lumières qui sont extrêmement précises. Enfin, ma préférée, on a l'école Vla colorée qu'on trouve principalement au Japon, vu qu'il y a souvent dans les systèmes locaux une envie de créer une identité de ligne avec une couleur donnée, et cette couleur généralement vient à se refléter sur les portes. Les designs foufou. Alors on peut justifier des designs complètement loufoques et complètement dingos par 4 points très précis. Premièrement, certaines portes rétroactivement installées se retrouvent face à des contraintes historiques. On peut être dans des systèmes où un connard entouré d'IS-men a réussi à convaincre une collectivité publique de dépenser des millions dans son système de merde. On peut également avoir simplement des tests de nouvelles technologies qui rétroactivement s'en trouveront éliminés parce que non efficaces. Et finalement, on peut se retrouver face à simplement des contraintes géologiques, techniques, architecturales tout à fait étonnantes. Déjà, en escalier. Ça c'est très rare, évidemment, ça n'arrive que dans quelques funiculaires, où l'avantage ça reste quand même de pouvoir dire aux gens, le funiculaire va arriver à cet endroit-là, vous pouvez monter tranquillement. C'est un design qui est très rare, et comme vous pouvez le voir, qui est complètement loufoque. Ensuite, on a la justification Vla courbée. Là, on est dans un cas où, rétroactivement, installer des portes palières a été un vrai défi. On voit qu'elles épousent bien la courbe, mais que, de toute évidence, comme là on est sur la ligne 1 à Place de la Bastille, la station n'a pas du tout été faite en amont en pensant à des portes palières. Parlons donc de la double porte télescopique. On en voit ici dans deux cas. Dans le premier cas, c'est qu'on est sur un Shinkansen, donc on est sur un train à haute vitesse beaucoup plus grand, qui est donc difficile à faire freiner de l'ordre du demi-mètre, comme on pourrait voir sur des systèmes de métro, et donc plutôt que s'emmerder, on fait des portes gigantesques. En dessous, on a un proof of concept de ce que pourrait donner une double porte à Bangkok, où là ça permettrait simplement de donner beaucoup plus de marge au conducteur de train pour s'arrêter. Ensuite, on a le design avec les cordes. On peut le voir que c'est principalement au Japon, en Corée et un petit peu en Bulgarie. C'est des designs qui sont relativement récents et qui permettent de ne pas du tout avoir de délimitation des portes, mais simplement une manière de ne pas tomber sur la voie. Ça prend également visuellement très peu de place, et donc on peut quand même garder derrière le design de la station, comme on peut voir à Sofia à droite, à Zapaden Park. J'ai peur. On peut voir sur des stations du métro de Saint-Pétersbourg qu'ils ont décidé de faire des portes palières complètement opaques et en métal. Le tout est couplé au design classique des stations de métro d'Europe de l'Est, où on a un quai central où il se passe pas grand chose, des gros piliers et les plateformes de chaque côté, de part et d'autre du gros quai. On peut retrouver ça par exemple au métro de Prague. Ensuite, on a des portes palières pour le long train. Alors là, on n'a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'on est sur le cas extrême où il y a besoin de dizaines et de dizaines de portes de chaque côté. Ensuite, on a pour bus, Shin Moment. Effectivement, il y a des lignes qui s'appellent des BRT, qui sont l'équivalent chinois énervé de nos bus à haut niveau de service français, où le trafic est tellement dense qu'on a besoin de mettre des portes palières pour que les gens sachent en amont où monter et descendre du train. Ensuite, on a évidemment les portes de lendemain de soirée, US à moment, où à New York, ils ont tenté sur quelques stations de mettre des portes palières et ils les ont retirées au bout de seulement quelques jours. L'un des designs les plus étonnants, c'est ceux qu'on trouve notamment sur la ligne entre Shenzhen et Hong Kong, où on n'est pas sur un système de métro, mais un système de train qui possède quand même des portes palières, sauf que ces portes palières permettent d'accéder à un quai, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche.
L'idée étant que le tunnel étant gigantesque, on est sous terre et on veut économiser du chauffage, et ben on va fermer l'accès au quai quand le train n'est pas là, parce qu'aucune raison que les gens attendent quand le quai n'est pas là. Finalement, on a le design avec rien, comme on trouve par exemple au tramway de Tours, où comme on est sur un réseau de tramway, il n'y a pas de risque de trop tomber sous le train. Néanmoins, pour que les personnes sachent quand même où attendre, le design présent sur le tram s'étend au sol, et les conducteurs sont formés à s'arrêter de l'ordre d'un demi-mètre au bon endroit. Bon, donc on a vu que c'était un élément de design essentiel, les portes palières. D'un autre côté, pour les lignes automatisées qui ont une grande fréquence, c'est un outil de sécurité important. Ça permet de fluidifier en amont les flux de passagers au niveau des portes, d'ajouter des points d'information, ce qui permet toujours d'améliorer la communication entre l'usager et le train. Évidemment, c'est un système de sécurité et d'écologie, vu qu'on gagne en chute sur les voies et en chauffage. Et évidemment, pour une raison de budget, aux USA, c'est très très peu présent, et ça met du coup en négatif, en lumière le problème du tollé mental qu'ont les conducteurs de voir quelqu'un tomber ou se suicider devant leur train. Je vous conseille d'aller voir le document Breaking the Silence About Subway Suicide de CBC, qui en parle très très bien. Merci à tous. Avez-vous des questions ? Bonne journée.